Même avant la pandémie, la vie nocturne locale, elle avait quand même la difficulté à se développer en raison d'un cadre réglementaire qui est pas si bien adapté aux usages nocturnes des locaux. Il y a des trucs simples qui restent encore inaccessibles. On peut parler de manger une poutine avec une bière sur une terrasse après minuit, de prendre un petit gin tonic après 3 heures dans une salle de spectacle, ou même de trouver un food truck dans un parc après minuit. L'idée d'une métropole, ça veut dire vivre 24 heures sur 24. Et donc, on va avoir l'occasion de réfléchir au futur des Nuits de Montréal avec nos prochains invités. D'abord, je vais vous présenter le docteur David Kaiser. Il est médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, chef médical du secteur environnements urbains et santé des populations à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Il est également directeur du programme de résidence en santé publique et médecine préventive à l'Université McGill, professeur associé de clinique au département d'épidémiologie, biostatistique et santé au travail de l'Université McGill et au département de médecine sociale et préventive de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Plusieurs titres, M. Kaiser, ça démontre l'expertise. D'abord, bonjour. Bonjour, je pense qu'on a utilisé notre temps juste avec la présentation. Ouais, c'est terminé, on va devoir se dire au revoir à l'année prochaine. Non, blague à part, on a entendu hier, entre autres, notre ami Méric Milan nous parler des Pays-Bas, où il y a maintenant 25 000 personnes qui sont permis ou admis lors d'événements. Pensez-vous que c'est quelque chose qui serait possible d'envisager, ce genre de relance de la vie nocturne montréalaise d'ici la fin de l'été ou peut-être cet automne, des parties d'Halloween, pas de masque à part ceux devant les yeux pour se costumer? C'est ça l'avantage de l'Halloween. Les gens peuvent porter leur masque en tout temps. Très honnêtement, alors merci de l'invitation. C'est un plaisir. Je pense que pour l'été, on va quand même être dans une posture de prudence. C'est sûr que les décisions finalement reviennent au gouvernement provincial, mais on sait qu'à Montréal, on a des éléments qui nous amènent à être plus prudents, notamment la connexion avec le reste du monde et puis le risque que ça amène au niveau de nouveaux variants. On en a parlé beaucoup depuis les 6 derniers mois, puis on est quand même content de ce qu'on a pu accomplir jusqu'à maintenant à Montréal, d'éviter essentiellement une 3e vague, et puis ça va être ça un peu la posture jusqu'à l'automne, et pour aussi au niveau de la vaccination, pour donner la chance aux coureurs, puis permettre de vacciner pleinement. Alors là, on entend beaucoup de chiffres, mais c'est la vaccination première dose. On se rappelle qu'il y a des variants qui peuvent échapper en partie, notamment pour les gens qui sont vacciner juste une dose. Alors, ça nous amène à être prudents jusqu'à la rentrée scolaire, mais certainement, à l'automne, on s'attend à ce que la majorité des gens soient complètement vaccinés, à ce qu'on ait vu comment le virus se comporte un peu partout dans le monde, avec les expériences qui vont avoir lieu dans des pays avec différents niveaux de vaccination, différents contextes sociaux. Et puis, on sait qu'à un moment donné, il va falloir sortir de toute façon de certaines restrictions, peu importe le contexte exact dans lequel on se trouve. Alors, je dirais que pour l'automne, l'Halloween, je pense que c'est un bon exemple parce qu'on s'attend que d'ici là, on ait vraiment pu, premièrement pendant l'été, même avec prudence, pu cheminer vers plus d'activités, plus d'événements, plus de contacts sociaux, plus d'expériences. Mais certainement, entre août et octobre, je pense que ça va être le moment déterminant pour voir où est-ce qu'on est rendu. Mais dans tous les cas, on va dans la bonne direction et je pense qu'on peut certainement rêver pour l'Halloween. J'entends prudence, patience, observation aussi de ce qui va se faire ailleurs. Puis probablement que dans le coin de l'Halloween, ça pourrait être un horizon d'espoir pour les gens qui souhaitent vivre une vie en toute liberté, disons-le comme ça. Choisir le masque qu'ils mettent, moi. Oui, c'est ça, exact. Qu'ils le mettent où ils veulent. Vous l'avez vu apparaître à l'écran il y a quelques secondes, puis il y a quelques minutes, Martin Roy, qui est président-directeur général du regroupement des événements majeurs internationaux, mieux connu sous le nom de Rémi. Il travaille au sein de plusieurs organisations à son compte depuis 2010. C'est un festivalogue, comme on dit, qui compte aujourd'hui plus de 25 années d'expérience en communication, en relations de presse, organisation d'événements, aussi en gestion de crise, en enjeux événementiels. Martin Roy, d'abord, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous représentez donc, comme je le disais, la majorité des événements majeurs du Québec. Je parlais tantôt avec le docteur Kaiser de cette information-là qui nous est arrivée hier par rapport à ces 25 000 personnes potentiellement admises dans des événements aux Pays-Bas. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que ça génère pour vous comme réflexion, comme émotion, comme envie?
Ben justement, de l'envie et de la jalousie, parce que je suis tout à fait conscient. Bon, le discours de David, évidemment, j'en suis. Il faut être prudent. Mais moi, j'ajoute aussi cette dimension, disons, audace, innovation. Je pense qu'on est dans une période transitoire où il y a moyen de faire quand même des choses de façon sécuritaire en attendant non pas le grand soir, mais le grand jour de l'immunité collective. Et donc, on a devant nous je sais pas, 3, 6 mois encore là, avant d'y arriver. Donc, oui, on peut attendre la deuxième dose et puis l'effet de la deuxième dose, mais on peut aussi, d'ici là, faire toutes sortes de choses. Et j'ai trouvé, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans tout ce qu'on a entendu depuis hier, ces initiatives audacieuses, innovantes. Il y a comme un empressement raisonné dans tout ce qu'on a entendu. Là. Il y a quand même, c'est pas fait de façon sauvage et trop, trop rapidement. Il y a quand même des choses intéressantes et je trouve aussi, c'est inspirant là, pour nous parce que ce que je note aussi, c'est que la gouvernance de la nuit aussi est en quelque sorte aussi peut-être un vecteur ou un préalable avant d'arriver à une réponse cohérente un peu partout. Je trouve que ça a été un peu démontré un peu partout. Mais au-delà de l'exemple que vous avez donné, qui est celui des Pays-Bas ou enfin de quelques exemples qu'on a entendus depuis hier, moi, l'exemple qui m'interpelle énormément depuis déjà un mois, et je le dis, je le redis, je le radote même, diraient certains, mais c'est cet exemple du festival Lollapalooza à Chicago qui va reprendre ses activités à la fin juillet, début août, et qui sera un des premiers grands festivals là, à accueillir là, quelque chose comme 100 000 personnes, parce qu'ils ont pris la décision d'exiger de leurs festivaliers ou bien une preuve de vaccination ou un test négatif à la COVID-19 dans les 24 heures qui précèdent leur arrivée au festival. Et je trouve ça extrêmement important d'évaluer, d'étudier ces options-là pour nous permettre une reprise peut-être plus rapide dans notre secteur. Vous savez que cet été, là, justement, grâce aux Canadiens de Montréal, d'ailleurs, on peut souhaiter qu'ils se rendent en finale et peut-être même au-delà pour accroître notre capacité parce que c'est comme le Canadien qui lead la capacité et on est maintenant à 3500. Peut-être qu'on sera rendu à 5000 prochainement s'il continue de gagner. Mais cela dit, on peut espérer effectivement qu'il y ait une ouverture à cet égard et puis qu'on continue de progresser. Bon, cette idée des cloisons ou de l'addition de groupes de 250 pour arriver à 2500, c'est une idée qu'on a défendue, nous, au Rémi, là, parce qu'autrement, c'est sûr que si on y allait avec un seul groupe, on ne serait peut-être pas rendu là. Et donc, ça, c'est prometteur, c'est innovant. Et moi, je souhaite qu'on continue justement à innover et à être très originaux là, dans nos façons de faire. Merci, Martin Roy. Avant de présenter les prochains invités, je voudrais peut-être me retourner vers le docteur Kaiser. Est-ce que vous considérez qu'il y a une possibilité de créer un équilibre entre la santé publique et l'idée de ces innovations dont Martin Roy vient de nous parler? Oui, certainement. Et encore là, je suis avec vous, on est à Montréal, mais on s'inscrit dans un cadre qui est quand même provincial. Et puis, c'est des éléments, et Martin le sait bien, c'est des éléments qui se discutent aux deux niveaux. Ceci dit, je pense que ce qu'on peut apporter, Martin l'a bien nommé, c'est un regard, on va dire, évaluatif. On n'a quand même pas beaucoup d'informations et c'est normal. C'est des expériences, c'est des projets pilotes, ainsi de suite. Alors, on a beaucoup d'informations sur qu'est-ce que ça donne. Est-ce que à Barcelone, ça fait déjà plusieurs mois, de faire des tests rapides, est-ce que ça change vraiment quelque chose ou est-ce que ça plaît à l'esprit? Alors, pour nous, je pense que c'est le bout qu'on peut apporter, c'est de dire quels sont les moyens qu'on pourrait se donner pour vraiment réduire le risque et permettre plus l'expérimentation. Puis après ça, je suis certain qu'il va y avoir plein d'idées côté expérience à amener à la table. Alors, certainement, je pense que cet espace-là, on le voit, ça va assez rapidement. On se rappelle où ce qu'on était il y a un mois ou il y a 6 semaines. On n'était vraiment pas où ce qu'on est aujourd'hui. Oui, il y a le Canadien, mais aussi la situation épidémiologique et puis l'ajustement qui se fait presque au quotidien. Alors, je pense qu'il y a certainement de l'espoir, même pendant l'été, à être prudent, mais à oser ou à permettre de l'espace pour de l'expérimentation. D'aucuns pourraient dire que les deux choses sont au bout du spectre, prudence et innovation, mais là, je sens qu'il y a peut-être une conversation puis une convergence qui peut avoir lieu entre ces deux affaires-là. En tout cas, une chose est sûre,
Faites-vous vacciner, ça va être une façon d'arriver le plus vite possible vers cette vie normale qu'on attend tant. Je vais vous présenter un prochain invité qui va être avec nous pour la conversation. C'est Alain Mongeau, qui est directeur général de MUTEC, qui a été récemment d'ailleurs nommé compagnon de l'Ordre des arts et lettres du Québec. Félicitations pour cette nomination. Donc MUTEC, ça fait 20 ans d'existence. Le festival, il joue un rôle particulier. L'événement dans le calendrier des Noctambules montréalais. Il y a une soirée qui est bien nommée, bien sûr, qui s'appelle Nocturne, le samedi soir, qui a droit, elle, à une dérogation qui peut se terminer plus tard que 3 heures du matin. C'est une situation exceptionnelle ici, mais qui est normalisée en général en Europe. Alors, Alain, dans une optique de relance, pensez-vous qu'on devrait s'inspirer un petit peu plus des pratiques nocturnes européennes? Et si oui, comment? Bonjour. Bonjour, ben oui. Puis merci de me donner l'occasion de m'exprimer là-dessus. En fait, moi, je pense que je vais déplacer un peu le débat. D'ailleurs, dans la rencontre préparatoire qu'on a eue, on hésitait un peu, on parlait de déconfinement pour parler, dans le fond, de la sortie de la situation actuelle, mais on parlait aussi de déconfinement de la nuit. Et peut-être pour distinguer les deux et pas faire trop démontrer de démagogie, dans le fond, pour surfer sur la situation actuelle. Moi, je préfère parler d'un décloisonnement de la nuit, qui est en fait une situation à laquelle on était confronté déjà depuis, en tout cas dans le cas de MUTEC, depuis presque 20 ans. On était un peu confinés déjà ou cloisonnés. Donc, moi, je milite plus pour une forme de décloisonnement de la vie nocturne à l'avenir et se servir justement de la situation actuelle comme une forme de reset pour réfléchir à quel genre de normalité on va revenir et peut-être plus redéfinir une nouvelle normalité. Moi, j'ai toujours vu la nuit comme une sorte de limite à dépasser, un territoire, un nouveau territoire, une frontière à transcender ou un nouveau territoire à explorer. Et de ce côté-là, je pense que j'adapte peut-être plus aux considérations esthétiques et un peu aussi sociales qui ont été évoquées ce matin et hier. Pour moi, la nuit a toujours été associée à un élément de créativité, découverte de nouvelles formes d'expression, de quête de nouvelles expériences et de nouvelles sensations. Je pense qu'il y a une qualité spéciale aux choses qui se déploient dans le temps, dans la durée. Personnellement, j'ai toujours été adepte de longs romans, de longs films épiques, de longs repas, de longues randonnées à pied, à vélo, en ski, d'événements qui se déploient jusqu'aux petites heures du matin ou des festivals qui présentent, comme MUTEC, un concentré de programmation sur plusieurs jours. Et qui se consomme comme une sorte de bain de culture auquel on se soumet et on absorbe et qui transforme un peu notre expérience. Je rejoins, dans le fond, les interventions qui ont été faites hier, notamment, qui présentaient la nuit comme un laboratoire de création, mais aussi comme un laboratoire d'un vivre ensemble qui est un peu plus errant et moins déterminé par toutes nos occupations plus régimentées du volet diurne de nos journées. Dans le fond, je milite un peu pour qu'on perçoive la nuit, pas simplement comme un jour qui s'éteint, mais aussi comme l'ouverture vers un nouveau registre de possibles, un laboratoire de possibles, justement, comme il a été évoqué hier. Je pense qu'en décloisonnant davantage Montréal que ce que ça a été jusqu'à présent, on pourrait être surpris de voir jusqu'à quel point la vie nocturne pourrait contribuer ou peut contribuer positivement et de façon constructive à l'identité de la ville. On évoque souvent des métropoles culturelles européennes comme Berlin, Londres, Barcelone, Paris, en les jalousant un peu. Qu'est-ce qui nous empêche, dans le fond, de dialoguer avec ces villes de façon décomplexée? Moi, je pense que, depuis des années, on affirme qu'on veut positionner Montréal comme une capitale créative, mais on se prive d'une part importante de notre véritable potentiel si on n'embrasse pas et assume pas pleinement le déploiement nocturne, qui est un peu comme la face cachée des choses. Dans la scène électronique montréalaise, depuis 15 ans, on a perdu plein de créateurs qui se sont exilés en Europe, ailleurs, justement pour mieux s'épanouir.
Alors, je pense que si on peut donner le libre cours à tout le potentiel de la nuit, on ne va pas juste contrer la fuite de nos talents. Je pense qu'on va aussi contribuer à renforcer l'image et l'attractivité de Montréal, non seulement pour les touristes, mais aussi pour de futurs citoyens et travailleurs qualifiés en quête d'un milieu de vie inspirant 24 heures sur 24, 365 jours par année, et pas seulement lors d'une occasionnelle nuit blanche ou d'une game de hockey de série qui se rend jusqu'en troisième période de prolongation. Merci, Alain. Je fais un calcul simpliste, mais quand même, si on parle d'ajouter ce cadre-là créatif de la nuit, on peut même doubler, en quelque sorte, le potentiel créatif de cette ville qui se veut révéler par son aspect, justement, artistique, culturel. C'est quelque chose une chose de laquelle on se targue. Donc, je trouve ça... Au moins un tiers. Au moins un tiers. OK, on va se donner un tiers. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup, Alain Mongeau. Je vais vous revenir dans quelques instants. Je vais vous présenter maintenant Manuela Goya. Elle est vice-présidente de Tourisme Montréal. C'est une organisation qui a été la première à s'intéresser à l'économie nocturne en publiant une étude sur le Faubourg Saint-Laurent en 2011, puis une autre en 2013. Manuela Goya, d'abord, bonjour. J'allais dire bonsoir. 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 Bonjour, Nicolas. Bonjour. Regarde, on réinvente la vie diurne et la vie nocturne. Aujourd'hui, moi, le studio est tellement sombre de toute façon que je pourrais être la nuit. J'ai envie de vous poser une première question. Ce sont quoi les leviers pour créer une économie nocturne dynamique à Montréal, selon vous? Premièrement, Nicolas, c'est un levier qui constitue l'ADN de Montréal. Ce n'est pas un produit touristique comme on a souvent l'habitude de le dire et de créer. Ce n'est pas un Disney World à Montréal. C'est un levier qui prend ses racines très, très, très profondes dans l'ADN de Montréal. Donc, à la Prohibition, 1920, Montréal s'ouvre par la force des choses et contrairement à l'Église, parce que la prohibition fait en sorte que les Américains et les autres Canadiens, les Ontariens et tout ça subissent la prohibition. Donc chez nous, à Montréal, ouverture paradoxale, bien sûr, mais ouverture quand même. Et à partir de ce moment-là, Montréal, et d'ailleurs ça fait 100 ans, c'est l'âge aussi de Tourisme Montréal. Nous avons fêté en 2019 notre 100 ans. Donc, à partir de ce moment-là, la vie nocturne se consolide, se construit. D'abord le red light, les cabarets, beaucoup d'immigration des Noirs qui étaient à la ségrégation aux États-Unis, donc ils sont venus trouver la liberté à Montréal et aussi à créer, d'où les bars, le jazz, les cabarets, ainsi de suite. Et donc, tout ce levier-là, nous, chez Tourisme Montréal, pratiquement depuis 100 ans, nous en profitons et nous faisons justement de nightlife montréalais un élément d'attractivité très, très puissant, auquel s'ajoute bien sûr l'ouverture qui est manifeste à Montréal, l'ouverture, la liberté de tous. Donc, tous ces éléments, les uns et les autres, contribuent justement à un levier très, très puissant au tourisme. Merci, Manuela. C'est très gentil d'avoir pris le temps de nous parler. Puis on va vous revenir dans quelques instants. Le temps que je vous présente notre dernier invité, c'est Glenn Castanera. Il est directeur général de Montréal Centre-Ville, la plus grande SDC au pays. Il travaille dans le milieu des affaires et dans le monde politique depuis plus d'une décennie. Il a développé une expertise dans le domaine du développement commercial, des affaires urbaines. Il a aussi été consultant en affaires urbaines dans le secteur privé, conseiller économique à la Ville de Montréal et siège aujourd'hui sur différentes organisations, dont le Global Business District Innovation Club et le regroupement des SDC du Québec. Glenn, bonjour. Bonsoir. J'aime ça la thématique du soir. C'est vrai que votre studio, là, on sortirait un petit gin tonic. Parfait. Il est caché en dessous de ma chaise. Bonsoir, alors on va y aller comme ça. Glenn, donc si on pense au Montréal de demain, à quoi ça ressemble, selon vous, une vie nocturne qui est vibrante, qui est rayonnante dans les, disons, 3 prochaines années pour Montréal? Ironiquement, je me suis beaucoup gratté la tête là-dessus parce que c'est difficile de donner une projection, mais je vous ramène à une présentation que vous avez faite hier où on montrait l'histoire de la vie nocturne montréalaise dans les années 50. Et je vous dirais qu'il ne faut pas tomber dans le cliché, c'était mieux avant parce qu'il y avait plein de défauts, mais elle ressemble à ça. C'est-à-dire, c'est une vie nocturne qui est libérée, mais
pour éviter les erreurs du passé, c'est de s'assurer qu'elle soit mieux encadrée pour mieux la permettre. Donc, c'est une vie nocturne qui a un cadre réglementaire qui est adapté à sa réalité, qui favorise sa cohabitation, la sécurité de la clientèle et de ceux et celles qui y travaillent aussi, et d'assurer des zones, on pourrait dire, on entendait l'expression Montréal ville ouverte. J'aime bien des zones ouvertes, des zones qui pourraient permettre des activités nocturnes 24 heures, qui pourraient permettre de faire plus de bruit que d'habitude. En fait, un cadre réglementaire qui permet aux acteurs de l'industrie de la vie nocturne de se concentrer à faire ce qu'ils font de mieux, qui est de nous épater, de nous en mettre plein la vue. J'aime cette vision du futur pour Montréal dans la vie nocturne. J'ai envie de me tourner vers le Dr Kaiser. Quand on entend parler de justement là, cette vision-là d'un futur Montréal plus ouvert, d'une future Montréal plus ouverte, de ces nuits-là peut-être plus actives, étendues en termes de temps, est-ce que vous y voyez une réflexion quelconque quand on parle de santé publique, entre autres, non seulement par rapport à la situation sanitaire dans laquelle on est en ce moment, mais dans un futur où on serait dans une vie normale, mais avec une Montréal nocturne plus décomplexée? D'abord, au niveau personnel, je me sens vieux. Mais après ça, je suis sûr que même les vieux peuvent en bénéficier. Non, mais en toute honnêteté, on a un chemin à parcourir ensemble, je pense, pour arriver à actualiser cette vision-là. Il faut dire que d'un point de vue de santé publique, un des enjeux qui nous préoccupe en lien avec la vie nocturne ou les activités nocturnes, c'est le bruit. Et puis le bruit, on a un cadre réglementaire et puis une approche au bruit qui est très déficient au Canada, en Amérique du Nord, puis au Québec, au niveau de la santé. Puis c'est quelque chose qui n'est pas si facile à documenter, à comprendre et puis à travailler. C'est très complexe, mais on sait que les impacts sur la santé sont quand même importants. Et c'est pas toujours, on a fait référence tantôt au travail qui se fait à McGill avec la professeure Guastavino, qui a une perspective, je pense, très intéressante au niveau du bruit. À ça, on peut ajouter une perspective vraiment sur les impacts liés au sommeil qui sont pas nécessairement directement associés à la perception. Et c'est une des choses qui fait que le bruit est difficile. On ne peut pas juste demander au monde est-ce que tu es dérangé par le bruit des bars, parce qu'on sait que le bruit a des impacts sans qu'on s'en perçoive pendant la nuit. C'est très bien documenté. Alors ça, c'est sûr que c'est une préoccupation qu'on a nommée depuis des années. Et je vous dirais que ce qui est très intéressant dans l'événement ou l'activité d'aujourd'hui et dans les perspectives que j'ai entendues aussi dans nos rencontres préparatoires, c'est que je pense qu'on est tous d'accord, et Glenn vient de le dire, qu'il faut avoir une approche globale et qu'il faut avoir un cadre pour permettre de l'espace. Alors, ça peut sembler contradictoire, mais je pense que c'est vraiment ça. Alors, une politique de la vie nocturne ou une politique globale sur le bruit qui inclut un volet nocturne, en sachant que les impacts débordent, et c'est pas juste en lien avec le bruit, ça, pour moi, je pense que c'est vraiment un futur qui me semble extrêmement intéressant et où ce que de se parler d'abord, c'est une première étape, puis après ça, de voir comment est-ce qu'on met nos cartes sur table pour qu'on voit où sont les vrais enjeux et qu'on puisse les travailler ensemble. Alors, pour moi, c'est un peu ça que ça évoque. Merci, Dr Kaiser. On parle bien sûr du bruit qui est associé à la vie nocturne. C'est quelque chose qui fait partie des conversations. Mais si on a une question du public que j'ai envie de poser, puis peut-être que je vais la poser à Manuela de Tourisme Montréal, on nous pose la question suivante. Comment le quartier des spectacles entrevoit la cohabitation des usages avec la transformation du cadre bâti du quartier, notamment les tours à condos, dis-je, qui poussent au centre-ville, comme le Maestria, qui sera la plus haute tour résidentielle à Montréal, juste à côté de la place des festivals? Est-ce que c'est une menace pour l'effervescence du quartier? Le quartier risque de subir des pressions de ses futurs résidents? Bref, je pense que c'est une question plus globale autour de ces développements-là résidentiels et de la façon dont ça va avoir un impact sur le tourisme à Montréal et la façon dont les citoyens vont cohabiter avec les touristes ou les noctambules ou les gens qui veulent juste profiter de la ville. C'est une question très pertinente. Il faut savoir que chez Tourisme Montréal, la cohabitation entre les Montréalais et les touristes est essentielle. On n'est plus du temps où on faisait du tourisme sauvage. On ne parle pas de Montréal, mais en général. Cette cohabitation harmonieuse entre le Montréalais et le touriste est à l'essence même de notre travail.
et elle est fondamentale, que ce soit au quartier des spectacles ou tout simplement dans Montréal at large. Pour le quartier du spectacle spécifiquement, il ne faut pas s'attendre, si on déménage dans les belles tours qui commencent à pousser comme des champignons depuis un certain temps, il ne faut pas s'attendre à entendre les criquets la nuit. C'est ça qui est ça. C'est un lieu dynamique, c'est un lieu de grandes fêtes, de grands événements. Donc, ça vient un peu avec le package. Mais il y a des personnes qui, justement, ne veulent pas entendre les criquets. Il faut aussi être ouvert à ça. Et c'est ceux-là qui vont venir, je pense, qui vont chercher cette effervescence, ce dynamisme, le fait de pouvoir sortir à 10 heures du soir, puis entendre et voir du monde. Donc ça, c'est essentiel aussi. Puis il y a, à propos de ces constructions, il y a à développer à Montréal un urbanisme de nuit, l'urbanité de nuit, où il y a dans cette urbanité de nuit un urbanisme de lien et pas de séparation. Le lien entre les événements, entre le dynamisme et aussi, comme Dr Kaiser disait, et le repos. Donc oui, au périmètre, les périmètres touristiques peuvent être très très intéressants. Il y a eu dans le passé quelques propositions qui ont été faites de Papineau à Guy et de Sherbrooke à René Lévesque. Pourquoi ne pas faire des projets pilotes justement pour avoir la mesure d'une liberté, mais une liberté, comme Glenn le mentionnait, sous une gouvernance de la nuit. Nous avons besoin de cadres pour le dépasser, pour aller vraiment de manière rigoureuse et organisée pour avoir justement une cohabitation harmonieuse partout, avec les touristes aussi, mais nous, entre nous, comme Montréalais. Merci, Manuela. Je vais faire un peu de pouce là-dessus pour peut-être poser une question subséquente à Glenn. Quand on parle de l'idée de la vie nocturne et de l'idée d'un centre-ville qu'on dit habitable, comment vous voyez cette espèce de cohabitation-là, cette façon-là de peut-être créer une synergie entre ces deux univers qui ne soit pas justement en affrontement? Ça passe justement par un cadre réglementaire adapté. À savoir que ça ne s'applique pas uniquement à la vie nocturne, ça s'applique littéralement à tout type d'entreprise à proximité d'un quartier résidentiel. La pire chose qu'on peut faire, une solution qui a été trouvée depuis les années 60, c'est la ségrégation des usages. On est quartier résidentiel, quartier commercial, quartier industriel. Ça, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Ça tue carrément la vie nocturne. Alors, pour assurer cette cohabitation-là, ça prend un cadre réglementaire adapté. Il y a plusieurs modèles. La politique de la vie nocturne de San Francisco, par exemple, qui a le principe du premier arrivé, c'est-à-dire une résidence qui s'installe. On avait le cas du quartier des spectacles. Eh bien, on permet la construction de résidentiels à proximité des lieux de diffusion, mais moyennant des normes de construction qui assurent l'insonorisation du lieu et pour assurer une saine cohabitation. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Le cas du divan orange, que plusieurs connaissent, c'est un peu ça aussi, c'est de s'assurer que quand une salle de spectacle ouvre dans un lieu où il y a des résidents à proximité, eh bien, qu'elle sache dans quel cadre elle doit se développer pour assurer l'insonorisation. À savoir, par contre, comme je disais, c'est pas juste la vie nocturne, ça se passe en ce moment pour toutes les entreprises. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec un hôtelier du centre-ville qui n'a même pas encore ouvert sa terrasse sur son toit, qui reçoit déjà des plaintes de bruit. Ce qui met à risque son permis d'alcool, son permis d'opération et même sa vitalité. Alors, vous pouvez imaginer comment oui, on parle beaucoup de la nuit, mais c'est même le jour. C'est un problème. Alors, cette solution-là sera un parapluie pour l'ensemble des activités. Merci, Glenn. Continuons à parler un peu de bruit parce que, bon, Martin Roy, on en a entendu parler dans les médias dans les dernières années, particulièrement avec les événements comme, par exemple, tout ce qui se passe au parc Jean-Drapeau, que ce soit, bon, Chiaga, Ilsonic et autres avec les résidents de Saint-Lambert. C'est une réflexion qui a lieu et c'est de savoir aussi qui a préséance. Est-ce que c'est l'événement? Est-ce que c'est le citoyen dans toutes ces questions-là de bruit? Votre opinion là-dessus, elle est où? Bien, mon opinion, c'est qu'il faut chercher évidemment une harmonie, une solution qui plaise au plus de gens possible, mais évidemment pas au détriment. Là, moi, je suis ici je représente les événements, puis il faut à un moment donné aussi un certain gros bon sens. Je vais vous raconter la petite anecdote qui a traumatisé un peu tout le monde. Là. Rappelez-vous, je ne me rappelle plus c'était en quelle année exactement, mais ça doit faire 5 ou 7 ans. The Cure était à Hochelaga, à tête d'affiche, et puis à 11 heures pile,
il a fallu débrancher les amplis parce que le groupe jouait. Puis donc, on a interrompu la prestation de The Cure parce que il était rendu 11 heures, puis on ferme. Alors qu'on sait, tu sais, quand même que c'était quelque chose d'extrêmement important, non seulement pour les festivaliers, mais enfin, c'est assez rare là, qu'il y ait des spectacles qui dépassent. Et puis d'ailleurs, justement, le cadre réglementaire pourrait éventuellement être revu pour permettre un peu plus de souplesse. Et je n'ai pas l'habitude de donner Québec en exemple, mais pensons quand même à Québec, au Festival d'été de Québec. Il y a Ouais. de temps en temps des dépassements je veux dire, les spectacles finissent à 11h15, puis des fois même un peu au-delà. Je me rappelle de quelques années de cette grande fête pour Éric Lapointe, ça avait fini très tard et puis c'est accepté, puis enfin Ouais. c'est autorisé par la municipalité. Donc, il y a ça d'abord de la souplesse et je pense aussi, j'irais plus loin, je pense qu'il faudrait éventuellement penser aussi à un certain régime d'exception, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir, peut-être même par loterie ou par projet au mérite, mais dans chacun des arrondissements, des exceptions ou des exemptions qui soient consenties sur une base peut-être annuelle, puis dire, ben là, regardez, là, cette année, là, il y a 2 fois où il va y avoir du bruit et il y a une journée, il y a un jour férié qui tombe un samedi, ben, le vendredi soir, ça se peut qu'on finisse à 11h45 ou à minuit, puis il n'y a personne qui va en mourir, là. Alors donc, c'est un peu ça que je pense, moi, pour ce qui est du son, évidemment, le plus possible d'harmonie, mais aussi un peu d'espace, un peu d'oxygène pour les événements. Merci, Martin. Je vais me tourner vers Alain maintenant. Avant de poser une petite question qu'on a eue du public, je ne sais pas si j'ai dit vers Martin ou vers Alain, mais en tout cas, je vais me tourner vers Alain parce que, ben moi, il y a une chose qui m'intéresse toujours dans ces situations-là dont on parle depuis tantôt, c'est-à-dire la cohabitation, c'est la façon dont on peut établir une conversation puis aussi faire comprendre à ce grand public-là à qui on a envie d'instiller l'idée du gros bon sens, l'importance de cette vie nocturne-là ou des événements qui se passent dans cette période-là qui pourraient être, disons, insatisfaisants ou en tout cas dérangeante pour ces gens-là. Comment est-ce qu'on peut parler de cette vie nocturne-là, de ces événements-là, de façon à ce que les gens comprennent à quel point ils sont importants pour la culture montréalaise, même la culture québécoise? Bien, un peu comme j'ai mentionné tout à l'heure, on regarde les villes, on nomme souvent en exemple Berlin, Barcelone, Paris, Mexico, même Tokyo. Dans le fond, une partie de la valeur qu'on attribue à ces villes-là est liée à la qualité ou à l'intensité de la vie nocturne. Donc, c'est sûr qu'on pourrait décider que Montréal, c'est une ville qui dort et en rester là, mais je pense que, notamment, on voit, quand on regarde les reportages qui sont présentés, comme celui d'hier sur les nuits magiques du siècle dernier, il y a tout un élément de nostalgie qui est lié à ça. Donc, moi, ce que je pense, c'est que, dans le fond, il faut juste apprendre à réapprivoiser la réalité obscure de la nuit qu'on a, d'une certaine façon, essayé de neutraliser tant bien que mal au fil des 50 dernières années. Il y a comme un côté méconnu, négligé de la nuit qui fait encore peur. Et je pense que plutôt que de faire l'autruche et d'enfouir, il faut juste l'assumer un peu plus. Et moi, en fait, je prônerais peut-être qu'on fasse un peu plus confiance aux acteurs de la nuit et d'accorder une permissivité progressive, justement pour que ça soit fait de façon responsable aussi, entendue par toutes les parties. Pour faire en sorte, dans le fond, justement, qu'on réapprivoise collectivement cet élément-là. Parce que sinon, ça n'a juste pas de sens. Il y a comme un interdit qui continue de frapper, justement, certains éléments de la nuit. Et nous, c'est un peu contre ça qu'on s'est je dirais pas qu'on s'est battu activement, mais depuis 20 ans, les quelques fois, on a essayé justement d'avoir des dérogations pour faire des choses, que ce soit dans le cadre du festival ou dans le cadre de la Nuit blanche, de façon exceptionnelle. Il a fallu aller chercher justement des permissions spéciales, il a fallu aller des fois devant des juges de la Régie des alcools.
Il a fallu se confronter à la police qui s'objectait par principe à nos demandes. Et des fois, on se retrouvait à être obligé de faire des choses qui étaient complètement absurdes. Il y a une année, on s'est fait imposer un protocole, je pense qu'il appelait le protocole RAVE, où il fallait fouiller toutes les personnes qui rentraient au Métropolis à l'époque. Et même le maire de l'époque a été obligé de se faire fouiller corporellement, ce qui était un peu humiliant, non seulement pour lui, mais pour nous. Donc je pense qu'il faut juste se faire confiance un peu plus et alimenter le dialogue. Et c'est ça que je trouve formidable dans le sommet hier, aujourd'hui. La qualité, je pense, du dialogue est déjà très palpable et peut être porteuse, selon moi. Il y a un lien direct à faire avec une question qu'on a reçue du public, Alain, donc je vais rester avec vous, qui est la suivante. On nous dit, là, c'est une question de Robert Vézina, qui est président du festival Black and Blue. Il demande, depuis environ 20 ans, les promoteurs à but non lucratif qui organisent des événements toute la nuit doivent signer ce fameux protocole RAVE dont vous venez de parler, Alain, très strict et désuet. Ça, c'est son commentaire avec le SPVM et la Régie des alcools, donc présence policière, fouille agressive, équipe médicale. On dit le festival se conforme à ce protocole archaïque et malgré nos demandes d'avance, la réponse est dernière minute. Est-ce qu'on pourrait faire confiance aux OSBL et mettre fin au protocole RAVE de la RACJ SPVM? Donc, ce sera ça la question. Est-ce qu'on pourrait faire confiance, selon vous, Alain, un peu plus aux organisations, aux OSBL, en ce sens-là? Bien, je pense que c'est un peu, je l'ai déjà pas mal dit. Le protocole, je pense que c'est un protocole qui est appliqué, qui est hérité aussi probablement des années 90 où les pouvoirs publics ne comprenaient pas le phénomène RAVE et dans le fond, ils ont désigné toutes sortes de mécanismes pour décourager tout ça. Effectivement, nous, nos demandes de dérogation, on reçoit parfois juste la semaine avant le festival. Donc, c'est comme si tout est découragé. Pour que en fait, tout est fait pour que les promoteurs soient découragés de faire ces demandes d'exception. Nous-mêmes, on a une sorte de droit acquis quelque part parce que depuis 20 ans, on le fait une fois dans le cadre du festival, même si à chaque année, il faut retourner au front. Il y a 2 ans, en 2019, pour notre 20e anniversaire, on voulait faire une deuxième nuit. Et finalement, nos partenaires du Métropolis, du MTLUS, ne sont pas venus embarquer parce qu'ils trouvaient ça trop compliqué, justement. Donc, ça revient un peu à ce que je disais. Essayons de faire plus confiance aux acteurs de la nuit, qui sont des gens raisonnables, et faisons évoluer les choses. Oui, révisons, s'il y a lieu, ce fameux protocole RAVE, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il s'appelle effectivement, pour attaquer les problématiques qu'ils veulent neutraliser de façon un peu plus proactive et positive. Alain, avant de poursuivre avec une dernière question qui va s'adresser à un peu tout le monde, en fait, c'est une question de pur intérêt personnel, puis j'imagine qu'il y a des gens qui se posent la question aussi, puis je ne veux pas vous acculer au pied du mur ou vous peinturer dans le coin, comme on dit en bon français, Dr Kaiser, mais est-ce que sur ces protocoles-là, ces fameux protocoles RAVE, est-ce qu'il y a une valeur en termes de santé publique à ce genre de protocole-là? On ne connaissait pas le protocole, je ne pourrais pas parler en connaissance de cause, mais je pense que ça soulève, j'ai amené le bruit tantôt, puis on a parlé de bruit, mais là, on voit plusieurs aspects qui sont complètement ailleurs, là, des aspects de sécurité, des aspects au niveau de consommation, ainsi de suite. Alors, je ne peux pas parler de ce protocole-là, mais je pense que le message qui est qu'on ne devrait pas imposer une lourdeur ou des règles qui n'ont pas de bénéfice, soit, moi je parle pour la santé, mais ça peut être pour en ayant d'autres objectifs. Ça, je pense que c'est les premières choses qu'on devrait regarder. Alors pour moi, c'est ce que je pourrais dire. Je ne connais pas le protocole RAVE, mais on connaît quand même assez bien nos objectifs sanitaires qui pourraient être en cause et on pourra certainement regarder dans une perspective plus constructive, comment est-ce qu'on y arrive à ces objectifs-là, puis est-ce qu'il y a des éléments là-dedans qui ne nous aident pas du tout à les atteindre?
Merci. Donc, rendre les processus et les protocoles les plus efficaces possibles. Merci, Dr Kaiser. Je vais vous poser une question à tout un chacun avant qu'on se laisse, qui sera la suivante. Si vous pouviez, en quelques mots, en fait, me donner quelques conseils ou donner quelques conseils à notre ville pour qu'elle développe une ville nocturne, dynamique, plus responsable dès maintenant. Je vais commencer par la personne qui est à ma gauche à l'écran, c'est-à-dire Alain Mongeau. Je vais être obligé de te demander de répéter la question. Il n'y a pas de problème. La question, c'est la suivante. C'est juste d'avoir quelques conseils pour que la ville puisse développer une vie nocturne plus dynamique, plus responsable à partir de maintenant. Bien, moi, je dirais félicitations pour le 424 et tous les gens qui ont organisé ce sommet. Nous, à MUTEC, on a fait un truc sur les Music Cities, justement, en 2017, avec plein d'intervenants aussi internationaux. Je pense qu'il faut juste favoriser, accélérer peut-être le dialogue et profiter justement de la situation actuelle pour se demander à quelle normalité on veut revenir. Parce que, dans le fond, il faut tout réinventer. Le fameux mot... la réinvention. Que les gens ont été obligés d'adopter cette dernière année. Et là-dessus, je rejoins Martin. Soyons audacieux et innovons. On parlait de Martin Roy. Si on pense à quelques conseils à donner à la ville pour qu'elle soit dynamique, responsable en matière de vie nocturne, on y va comment? Bien, je pense que ça commence par la prise de conscience que vous avez amenée, puis cette réflexion que vous avez portée là, au cours des derniers jours, c'est certainement la première étape. Mais écoutez, je pense qu'on est sur la bonne route, sur la bonne voie avec votre événement. Hier, c'est drôle parce que l'actualité nous a amené, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais le After Hour Circus qui a fermé, a annoncé qu'il ferme, mais donc il reste qu'un After Hour à Montréal. C'est extrêmement préoccupant de mon point de vue, parce que je me dis, coudonc, on va-tu finir par dire que Montréal est aussi plate que Toronto l'était à l'époque? Alors donc, on veut absolument pas ça. On veut garder notre réputation. On veut garder cette réputation de ville nocturne qui est historique, qui est importante dans notre identité municipale et collective. Alors donc, il faut travailler dans ce sens-là. Et encore une fois, je vous remercie. Je vous félicite pour votre initiative. J'envoie les félicitations à qui de droit à tous ceux et celles qui ont organisé ce sommet-là, à qui on va parler, dont un des organisateurs va être avec moi sur cette chaise-là dans quelques instants. On parle de l'idée, bien sûr, d'être une ville qui reste ouverte, qui reste attirante aussi pour les touristes, les gens qui viennent nous visiter. Ça me mène vers Manuela. Si on a quelques conseils à donner pour une vie nocturne montréalaise, responsable, dynamique, ce serait quoi de votre point de vue? Premièrement, que la nuit soit vue comme un bien commun et non pas un bien de séparation carrément entre le jour et la nuit. On peut faire en sorte que Montréal puisse rayonner autant du jour que de la nuit. Il faut que l'urbanisme de nuit, et je parle de l'urbanisme, mais ça peut être la gouvernance de nuit, doit s'en inspirer et s'appuyer sur des notions peut-être différentes que celles d'avant, qui étaient des notions de séparation, donc plus de notions d'hospitalité, de qualité, d'égalité, de sensibilité, de variété, d'inattendu et de sécurité, parce que ça aussi, c'est un levier qu'on avait dans le temps, mais qu'il faut absolument garder. Montréal est une ville sécuritaire. Et là-dessus, c'est sûr que la nuit, le jour, la lumière, la noirceur, c'est l'apprentissage en tout de la mesure. Parce que sans lumière, il n'y a pas de ville la nuit, mais trop de lumière peut tuer la nuit. Donc, il faut avoir cette mesure et pouvoir juger pour en faire vraiment un laboratoire. Puis on a la possibilité de faire ce laboratoire et d'avoir des projets pilotes pour qu'après, en connaissance de cause, on puisse les implanter pour un succès pratiquement assuré. Un succès assuré, c'est ce qu'on souhaite dans le futur pour la vie nocturne. Merci, Manuela. Glenn, avant que je passe la parole à Dr Kaiser pour conclure la conversation, les conseils pour une vie nocturne dynamique, responsable à Montréal, ce seraient lesquels? Alors, malheureusement, je n'entends pas mes collègues, alors je m'excuse d'avance si je répète certaines choses qui ont été dites. Mais il y a 3 éléments de base que je vois. Le premier,
c'est de reconnaître qu'on a un problème. Et ça, je pense qu'on le reconnaît, puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Parce que si on attend trop longtemps, on se ramasse comme d'autres villes qui ont littéralement perdu, comme on l'a appris là, dans le cadre de cette conférence-là, qui ont vraiment souffert de la perte de plusieurs lieux de diffusion. Alors, reconnaître qu'on a un problème. Le deuxième, rallier les partenaires. Donc, c'est beaucoup ce qu'on fait ici aujourd'hui. Alors, ça augure bien pour justement en discuter, ouvrir les fenêtres et vraiment analyser le problème pour ce qu'il est. Et le troisième, c'est vraiment de nommer quelqu'un. Est-ce que c'est de la fonction publique? Est-ce qu'il est politique? Est-ce qu'il est externe? Mais une personne, il ou elle, qui se couche tous les soirs ou tous les matins et qui se lève tous les jours en pensant à une chose qui est la vie nocturne. Une personne qui soit imputable, mais qui est, donc on parlait du terme de mère de la vie nocturne, ou est-ce que c'est le Kaiser de la vie nocturne, quel qu'il en soit, personne qui puisse réellement assurer le suivi, parce que vous savez, les élus, ça change, les porte-paroles, ça change, ça prend de la continuité et quelqu'un qui en fasse une mission du début à la fin pour assurer la vitalité de notre vie nocturne et la saine cohabitation dans notre ville pour assurer sa qualité de vie aussi. On en a entendu parler ce matin, cette fameuse idée de gouvernance nocturne. Ça apporte ses fruits dans des grandes villes, Londres, Berlin, Amsterdam et autres. Donc, ça pourrait aussi porter ses fruits dans une ville comme Montréal. En terminant, Dr Kaiser, la même question qu'aux 4 autres invités. Conseil pour une vie nocturne dynamique, responsable, surtout de votre point de vue? Je pense que c'est de s'entendre sur les objectifs. On parle des langues différentes ou au moins des dialectes différentes et je pense que ça passe d'abord par les objectifs. Et souvent, c'est en se donnant ces objectifs-là, le travail que ça nécessite, qu'on puisse voir les points de convergence plutôt que d'avoir une liste de perspectives qui risquent d'être divergentes ou qui semblent être en conflit. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on nomme nos objectifs pour qu'on puisse aller chercher des bénéfices pour la santé, des bénéfices économiques, des bénéfices sociaux, et ainsi de suite. Alors, pour moi, ça passe vraiment par là et je pense que c'est une première étape dans le travail qu'on a à faire. C'est de dire, c'est quoi nos objectifs? Mettons-les sur la table puis regardons comment on peut avoir des objectifs communs. Puis après ça, on part chacun de notre part puis on fait le travail qu'on a à faire. Alors, c'est vraiment ça que je retiens de la conversation d'aujourd'hui. Le sommet des 2 derniers jours nous permettra d'être une pierre d'assise pour ces conversations-là, puis la conversation et la discussion qu'on vient d'avoir tout particulièrement. Je veux vous remercier toutes et tous, Alain, Manuela, Dr Kaiser, Martin Roy, Glenn, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, puis on souhaite une vie nocturne montréalaise saine et éclatante pour le futur. Merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. Bye-bye. Bye bye. Merci. Au revoir.